Comment? Celles et ceux qui n'étaient pas présentes la semaine dernière. Cette nouvelle session du webinaire Savoir-faire, participer pour changer sur la conception et l'utilisation des jeux de rôle. J'ai le plaisir d'accueillir deux collègues de l'unité, Laura Séguin et Bruno Bonté, que je laisse présenter. Je commence du coup. Je suis Bruno Bonté, modélisateur à l'UMR Géo, donc à INRAE. Et je suis Laura Seguin, je suis ingénieure de recherche à l'INRAE, je viens de la sociologie et je travaille sur des démarches participatives. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer donc à partager mon écran, comme d'habitude, et nous lançons formellement le séminaire, le webinaire de la semaine. Donc aujourd'hui, on va parler de jeux de rôle. Et cette séance, je fais un petit rappel très rapide, je ne rentre pas du tout dans le détail, mais pour vous dire qu'on en est donc au 7e webinaire. Pour celles et ceux qui n'étaient pas présentes avant, les questions sont souvent traitées en amont. Et je vous rappelle que nous sommes dans un cadre de participation décisionnelle, c'est important, c'était le premier webinaire qu'il avait bien cadré. Le webinaire précédent est très lié à celui-ci, puisqu'il parlait de diagnostic et modélisation participative. On va voir comment on s'appuie dessus. À venir, d'autres webinaires sur la prospective, la planification, etc. Voilà, vous retrouvez tout ça dans le site. Alors, donc aujourd'hui, on va parler du lien entre modélisation et simulation participative, donc avec un renvoi de nouveau au webinaire, non pas 5, mais 6, c'est une erreur de casting. L'idée générale, par rapport à la modélisation, comme on l'avait présenté, c'est comment aider à structurer et partager un diagnostic qui soit relativement dynamique par rapport au fonctionnement du monde, et puis essayer de préparer et s'approprier un support commun, quelque chose qu'on va mettre sur la table par rapport aux dynamiques, qui va aller vers une simulation participative. Et cette simulation participative, elle peut prendre la forme d'un jeu de rôle ou éventuellement d'un dispositif informatique, lesquels vont être utilisés pour apprendre à agir ensemble dans un environnement complexe, c'est-à-dire se confronter finalement à cette complexité et ou inventer des actions, décider et s'engager dans les chemins de changement. C'est un instrument de changement dans le dispositif. Alors, une remarque importante, en fait, rien de neuf sous le soleil. On est dans un contexte et des outils qui existent depuis longtemps. Longtemps, ça veut dire au moins les années 70, on peut trouver des traces avant. La grande revue du domaine Simulation Gaming date de 1970, donc ça veut dire qu'elle entérinait l'existence même auparavant de certaines choses. Il y a des bouquins de référence comme le bouquin de Richard Duke, Gaming the Future's Language, qui est de 1974. Et puis, mais en amont, il y avait tout ce qui avait été fait sur les wargames. Des exemples intéressants, comme ce qui a été fait par Felt à l'Université du Michigan avec le dispositif Walrus, qui était déjà un dispositif de jeu de rôle territorial avec co-conception du support, etc., exploration. Et puis, des travaux de synthèse français, plus récents, mais importants, le travail de Laurent Mermet, dans le cadre en fait, de sa thèse, qui s'appelait Stratégie pour la gestion de l'environnement. Bruno, est-ce que tu peux couper le micro? Et les travaux de Vincent Pifteau, d'ailleurs aussi dans sa thèse, sur l'apport d'une réflexion en lien entre le jeu et la prospective. Donc en fait, on est quand même dans un domaine connu, et quand on parle aujourd'hui de jeu sérieux, beaucoup de monde en parle, mais rien de nouveau sous le soleil en fait. Alors, quand même, des choses plus spécifiques. Je voulais renvoyer, par exemple, aux travaux qui ont été faits, c'était évoqué précédemment sur la thèse de Vincent Pifteau, mais sur les notions de jeu de territoire et l'articulation sur laquelle on reviendra peut-être dans la partie prospective entre, finalement, jeu de rôle et jeu territorial. Dans la démarche des jeux de territoire qui est portée par Sylvie Lardon et Vincent Pifteau, c'est des dispositifs participatifs qui engagent des relations entre acteurs, chercheurs, etc., avec une dimension de diagnostic et puis progressivement une dimension de réflexion sur l'action. Et avec une articulation qui est, comme c'est dit dans les textes même de Sylvie Lardon, d'un côté le jeu de rôle met l'accent sur le jeu d'acteurs et pour eux le jeu de territoire va travailler sur le jeu des espaces. Et on va voir en fait comment justement tous les jeux de rôle, ou la plupart des jeux de rôle sur lesquels on travaille, ont cette dimension spatiale et cette dimension sociale qui sont concomitantes. Voilà. Alors, je donne la parole à Bruno. Oui, merci Nils. Donc, pour poursuivre, ce dont je voulais parler pour introduire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de complexité dans les situations socio-environnementales.
auxquels on se confronte quand on veut faire de la gestion des ressources de manière collective. Et donc, il y a un premier niveau de complexité, c'est qu'il y a de nombreuses interactions et qu'il est très difficile, donc complexe, de prévoir le résultat de la somme de toutes ces interactions. Et qu'il faut intervenir des dynamiques sociales compliquées et riches, mais aussi des dynamiques écologiques qui sont plus ou moins bien connues et plus ou moins bien comprises. Et l'autre niveau de complexité, alors du coup, je ne sais pas comment faire, voilà. C'est que ces différentes parties du système, elles sont connues par différentes personnes et qui portent chacun des points de vue sur le même système. Et en fait, on va avoir des spécialistes donc de dynamique sociale, typiquement des spécialistes de dynamique économique ou géophysique, par exemple des chercheurs qu'on va appeler des experts. Et quand on essaye de comprendre ces systèmes, il y a un risque d'avoir une compréhension qui est maintenue chez les experts, qui vont décrire ce qui se passe selon leur point de vue, et que l'ensemble des parties prenantes de la prise de décision ne comprennent pas ce qui se passe dans le modèle ou dans cette représentation des dynamiques. Et donc, c'est là qu'on retrouve la démarche de modélisation d'accompagnement dont on a déjà parlé, et qui consiste à discuter autour d'un modèle co-conçu qui représente la situation locale, donc l'espace, les acteurs, les ressources, les actions, etc. Et l'idée de transformer ce modèle ou d'avoir comme modèle un jeu de rôle, c'est-à-dire un jeu dans lequel les parties prenantes vont pouvoir décider des actions à mettre en place, ça permet à l'ensemble des participants de mieux comprendre la représentation qu'ils partagent. Et une fois qu'on a cette représentation comprise par tout le monde, d'intégrer les réactions des uns des autres dans des scénarios et de tester ces différents scénarios. Si on peut passer à la diapo suivante. Alors un exemple très intéressant et ancien, c'est un travail qui a été publié en 2002, mais qui est bien antérieur, qui a été porté par Patrick Daquino, Christophe Lepage, François Bousquet et Alassane Ba autour du CIRAD, dans lequel il y avait un travail de co-conception sur une période très courte d'un modèle local de territoire dans une problématique d'élevage au Sénégal, avec des conflits d'usage et des conflits sur le foncier. La construction d'un modèle, et vous voyez sur le mur derrière le groupe le modèle qui a servi dans le même temps, on parle dans ces 3 jours-là, avec la plateforme de modélisation informatique multi-agent Cormas, de mettre en place une simulation informatique, et cette simulation informatique a été utilisée avec les éleveurs. Donc, c'est un premier exemple intéressant de cette démarche conjointe de bascule entre la modélisation de situation et son usage dans un jeu de rôle dont la vocation est de discuter sur l'évolution des pratiques. Je laisse Bruno continuer. C'était un clic. Attends, Bruno, je vais reprendre la main. Attends, Bruno. Okay. Oui, je touche à rien. Voilà, c'est bon. Voilà, donc ce qui a été vu dans le séminaire précédent, c'était l'intérêt de faire modéliser les acteurs, de construire cette description de leur situation et donc comment, avec un langage commun, pourquoi, pour permettre de négocier et de partager des idées, des visions, et ça a apporté quelque chose de particulier par rapport à un diagnostic plus classique. Et là, ici, ce dont il est question maintenant, c'est, une fois qu'on a cette représentation du monde, est-ce qu'on peut l'utiliser en termes de jeu de rôle et faire jouer les acteurs dans ce modèle, dans ce monde virtuel.
qui est le jeu. Donc la spécificité, ce n'est pas juste un jeu sérieux comme il en existe à des fins éducatives, purement éducatives ou pédagogiques. Là, c'est le jeu qu'on a, c'est un modèle co-construit de manière transparente et appropriée. Donc on s'est mis d'accord sur comment on allait co-construire ce jeu. Et dans ce modèle, dans ce jeu, les acteurs jouent souvent leur propre rôle, parfois le rôle de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est eux qui décident de ce qu'ils mettent dans la simulation, c'est-à-dire dans la réalité virtuelle qu'ils représentent quand ils jouent au jeu. Et donc le jeu, c'est un modèle légitime dans le sens où on sait la place qu'il a dans les débats, et c'est un modèle légitime dans le processus d'accompagnement. Ce qui est différent par rapport à la question de modèle valide, qui est souvent questionné, de savoir est-ce que le jeu représente correctement et la réalité qui permet de prédire ce qui va se passer, etc. Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, le jeu permet de représenter la situation à laquelle on veut réfléchir. Et de telle manière que tout le monde est d'accord pour utiliser ce jeu. Et donc les objectifs, c'est déjà, une fois qu'on a fait ce modèle partagé, par le jeu, de permettre de comprendre comment il fonctionne, que les uns et les autres aient la même compréhension. Il permet de tester, de mettre en débat des scénarios ou des propositions d'action, en disant, tiens, si jamais on agissait tous de cette même manière, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et il est la source au sein de la session de jeu, c'est-à-dire par l'interaction qu'ont les gens lorsqu'ils jouent, et aussi par le débriefing, donc la discussion que l'on va avoir sur ce qui s'est passé pendant le jeu, après le jeu. Et cette session de jeu permet des apprentissages en termes de communication, donc d'apprendre à communiquer les uns les autres, des apprentissages sur le fonctionnement du système, mais qui sont des apprentissages par l'expérience, donc par la réalisation d'actions, et dont on sait de manière cognitive qu'ils ont différents impacts par rapport à des apprentissages purement théoriques. Et enfin, et encore, des apprentissages sur la situation elle-même, parce que les joueurs parties prenantes, vont, au cours du jeu, entrer dans des débats sur comment le modèle fonctionne, quelles sont leurs valeurs, les valeurs qu'ils mettent derrière leurs actions, etc. Voilà, donc ça repose quand même sur le fait que le jeu soit co-construit. Et là, je vais laisser la parole à Niels qui va vous parler du jeu de rôle What a Game et de la manière dont on co-construit ce jeu. Alors, dans les démarches de modélisation d'accompagnement, historiquement, il y a toujours eu un rôle très important des modélisateurs comme accompagnants du dispositif. Et en fait, on s'est posé la question relativement tôt, il y a une dizaine d'années, de se dire finalement, si on veut contribuer à un changement social plus étendu, il faut s'assurer qu'on ait une façon de faire de la modélisation participative et des jeux de rôle qui soit plus autonome, et donc finalement de dissocier le dispositif de la présence des concepteurs. Donc, comment est-ce que laisser les acteurs se débrouiller tout seuls finalement? Donc, on a conçu en fait un kit, non pas un jeu. Ce que vous voyez, ce n'est pas un jeu, c'est un kit de modélisation qui sert à faire des jeux. Et souvent, on dit, mais vous avez fait plein de jeux. Non, on a accompagné la création par des acteurs de plus de 150 versions de cas de jeux. Mais en tant que tel, on n'est pas vraiment les créateurs. On a été les créateurs de quelques-uns. Donc, What a Game, c'est des outils simples et des règles. C'est un langage pour aider les gens à construire eux-mêmes un modèle et l'utiliser dans des jeux de rôle. Donc, ce kit-là, il a été diffusé à 350 unités, il est disponible en libre, c'est un Creative Commons. Il y a eu plus de 3500 personnes formées, on continue à former, même cette semaine, des étudiants là-dessus. Alors, des exemples, rapidement, l'idée, c'est prendre en main ces outils simples avec quelques règles basiques, apprendre d'abord à comprendre comment marche un système, un socio-hydrosystème, si on veut, puis après, l'adapter à ses besoins propres, en faire quelque chose qui est à sa main, qui est à son cas local, donc projeter ses visions. Donc, c'est ce que vous avez ici, par exemple, sur un exemple en Suisse, avec une fondation locale dans les Grisons. Et puis, on a un dispositif hyper rapide, en fait, qui s'appelle Design by Playing en anglais, ludocréation, pour aider à faire construire un modèle, en gros 2 heures, qui soit jouable avec quelques dispositifs. Donc, il y a de nouveau des règles pour
que ça fonctionne. Donc, en fait, l'idée, c'est débrouillez-vous. Voilà, on vous donne quelques éléments, on vous donne des bouts de carton, des billes, etc. Puis on vous donne des règles. Et puis avec ça, vous devez créer votre modèle. Alors, ça marche plus ou moins bien. Hein. Il y a des fois, c'est plus laborieux que dans d'autres cas, mais c'est l'idée générale. Alors, derrière, il y a quoi? Il y a l'idée qu'on propose un temps, et ça, c'est vrai dans la modélisation de l'accompagnement en général, un temps collectif de partage sur son territoire, sur les actions, sur les évolutions. Donc, c'est un moment de dialogue avec une matérialisation sur le terrain des supports. On peut utiliser des choses très, très simples. Vous voyez que sur la table, vous n'avez pas d'outils type WhatGame. On a du carton, enfin du papier, des post-it, et ils sont en train de faire la modélisation sur le delta du Niger, sur la riziculture, etc. Et puis, à terme, au bout de la chaîne, on va vers des outils, ils vont, puisque c'est eux qui produisent, hein, vers des outils et des plateformes qui sont à leur main par rapport aux problématiques. Donc là, on a l'exemple du jeu Pangame qui a été développé à partir de WhatGame pour des applications à relativement large échelle, puisqu'on a plus de 2000 utilisateurs en Ouganda sur des gestions rivières, ressources naturelles, biodiversité, avec une typologie d'utilisateurs très variée, des communautés comme des élus. Ici, vous avez des parlementaires en train d'utiliser le même dispositif qui a été conçu localement. Alors, ces phases de conception, bon, elles peuvent être disons, on a parlé la relation entre la légitimité et la validité. On a quand même un travail de calibration et on n'est pas relativiste. Il ne s'agit pas simplement de dire que ce que les gens vont raconter est vrai. Il peut y avoir une interaction avec des experts, c'est très important, et des éléments plus formels de calibration. Par exemple, on a des dynamiques de diffusion de termites, de dégradation des sols sur un cas en Éthiopie. Ça peut parfois être compliqué quand même, la conception dans ces systèmes complexes. Le monde n'est pas simple et donc il faut s'affronter à ce monde. Et on retrouve des éléments sur l'économie, sur l'hydrologie, etc., en fonction des dynamiques qui sont mises en place localement. Et à la fin, on a effectivement la production de quelque chose qui est caractérisable comme un support particulier. Donc là, c'est une feuille d'analyse parmi l'ensemble de toutes celles qui ont été faites sur tous les dispositifs qui renvoient à ce que nous, on appelle la WAG Lib. Donc WAG, c'est WhatGame. Hein. C'est la librairie des cas WhatGame, dans laquelle on trouve, comme je le disais, beaucoup de cas. Là, voilà, par exemple, Pangame dont je parlais avant, vous l'avez vu, c'était sur les enjeux pollution, déforestation, les ressources et pollution, les ressources matérialisées. Donc, ce qui va prendre la forme de billes qui sont utilisées un peu en lien avec la théorie des communs d'Ostrom, si vous voulez, par rapport à des questions de partage. Ça va être la pollution, la biodiversité, les poissons, l'argent, et puis des ressources humaines, la famille. Derrière, un usage en sensibilisation et en planification, et un produit qui est finalisé et transféré. Donc voilà une analyse sur ce type de produit final, d'une démarche successive, modélisation, réalisation d'un produit et utilisation d'un dispositif de jeu de rôle. Voilà, je vous donne la parole à Bruno. Oui, merci. Donc, avant de passer à l'étude de cas de Laura, on voulait dire un mot sur la conception de ces sessions de jeu, puisque finalement, la simulation du modèle, c'est une session de jeu et ce n'est pas uniquement le fait de jouer, il y a aussi le debriefing, etc. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un manuel qui a été fait sur la manière d'observer les jeux sérieux dans des démarches d'accompagnement, donc d'observer des sessions de jeux sérieux. Et on vous propose d'entrer par ce manuel si vous voulez concevoir une session en regardant qu'est-ce qu'il y a à observer. Alors, j'ai l'impression que j'ai la main. Non. Est-ce que tu peux passer, Nils? Pardon. Si, tu as la main. Tu as la main. Mais... Alors, attends, je vais cliquer pour toi. Ah, en fait, ouais, le truc est caché. Donc voilà. Attends, je vais... dans ce manuel, par exemple, juste si tu peux... Ouais, voilà, celui-là. Donc, une session de jeu, il la découpe en 3 parties. Donc, il y a déjà le briefing. Donc, qu'est-ce qui se passe avant le temps du jeu, mais dans lequel aussi on attribue les rôles aux différents joueurs. On leur explique ou pas ce qui va se passer dans les différents scénarios, etc. Il y a tout ce qui se passe pendant le jeu. Donc là, c'est des tours de jeu comme un jeu de société, mais où il faut aussi caractériser qui va agir, discuter, etc. à quel moment. Et qu'est-ce qu'on va observer et qu'est-ce qu'on va noter dans tout ce qui se passe pendant le jeu, puisqu'il n'y a pas seulement l'état du système modélisé qui évolue, mais il y a tout un tas d'autres choses qui se passent, des discussions, des débats entre les gens.
Et il faut savoir qu'est-ce qu'on va regarder et qu'est-ce qu'on va mettre en débat, surtout après le jeu, donc juste après le jeu, lors ce qui s'appelle le débriefing, et la manière dont on va le mettre en débat. Et enfin, ça amène à des effets. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va retenir a posteriori dans notre démarche d'accompagnement de cette session de jeu. Donc si on peut passer à la diapo suivante, pardon. Et donc, dans ce manuel d'observation, par exemple, ils expliquent qu'on va observer différentes choses en fonction des différents objectifs qu'on peut avoir pour une session de jeu et où on voit qu'ils peuvent être très différents. Donc, il y en a qui sont identifiés en amont et il y en a que vous pouvez laisser ouverts, quoi. Donc, typiquement, faire exprimer les valeurs des joueurs sur la gestion ou les enjeux des différentes ressources. Ça peut être un objectif de session de jeu. Et ça peut être aussi tester, valider ou améliorer un jeu en tant que représentation partagée. Donc là, on voit vraiment des objectifs différents. Et donc le manuel, ce qu'il fait, c'est qu'il décrit tous les types d'observations. Donc là, c'est le diagramme que j'ai mis à droite qui est pas lisible, mais donc je vous invite à le lire. Et pour ce faire, il rentre dans les détails des différentes phases. Et par exemple, la phase de debriefing sur laquelle on voulait faire un point, donc qui est présentée à la diapo suivante, et ben, elle se décompose souvent, pas même systématiquement, en différentes phases et dans lesquelles il est nécessaire de passer par l'expression des émotions que les joueurs ont vécues au cours de la session pour pouvoir après remettre les choses à plat si jamais les personnes se sont énervées ou ont décroché des enjeux de la session. Donc, comment ça soit discuté et ensuite discuter des événements qui se sont passés, donner des explications et pour enfin pouvoir relier avec ce qui s'est passé pendant le jeu, avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passe dans la réalité et voire aller jusqu'à de la prospective. Voilà. Et donc, je passe la parole à Laura qui nous présente un cas d'étude concret. Merci Bruno. Alors, j'ai donc la main sur le diaporama ou pas, Nils? Non, je crois pas. Donc, je te demanderai de passer. Bonjour à tous, je vais vous présenter un cas d'étude de construction et de mise en œuvre d'un jeu de rôle. On est sur le territoire de la Brie, en Seine-et-Marne. C'est un territoire de grande culture céréalière. Et la Brie, c'est une des régions les plus compétitives de France en matière d'export céréalier. C'est un peu la vitrine céréalière de la région. Et on se trouve sur un territoire sensible au niveau de la nappe du Champigny, où justement cette activité agricole a conduit à une forte dégradation de la qualité de l'eau. Et on a mis en œuvre sur un plus petit territoire qui s'appelle l'Anqueur, qui dispose d'un captage prioritaire, donc avec un enjeu de pollution nitrate et phytosanitaire. On a mis en œuvre un processus de dialogue entre acteurs du monde agricole et acteurs du monde de l'eau pour favoriser le dialogue et favoriser l'émergence de solutions collectives et partagées. Alors, la deuxième diapo. Voilà. Donc cette démarche, elle a regroupé une diversité de participants, des agriculteurs, des acteurs des filières agricoles, les coopératives, les négoces, des acteurs institutionnels aussi de la gestion de l'eau, des représentants de collectivités en charge de l'eau potable, des associations environnementales, des associations d'usagers du territoire. Et c'était une démarche en plusieurs étapes qui mobilisait une diversité d'outils de dialogue, pas seulement le jeu. Et ces différentes étapes avaient pour objectif donc d'accompagner les acteurs dans l'expression de leurs perceptions, objectifs, contraintes professionnelles respectives, de favoriser les échanges de savoir également avec une équipe de scientifiques et de parvenir à une construction commune du territoire et d'imaginer des actions collectives à mettre en œuvre. Alors, elle s'est déroulée donc de juin 2017 à janvier 2019. Il y a eu des visites de terrain qui ont facilité le partage de savoir entre acteurs locaux et aussi avec les chercheurs.
Ensuite, nous avons mobilisé un outil de simulation de scénarios agronomiques de territoire pour se projeter dans différentes évolutions possibles en matière agricole. Et puis, pour aboutir finalement à un jeu de rôle, c'est l'étape 4, qui recrée donc un espace virtuel de discussion et de négociation autour d'actions individuelles ou collectives et qui permet de tester des solutions innovantes que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu l'envie ou la motivation de tester sur le territoire. Et puis enfin, une dernière étape de restitution collective et de discussion sur les suites de cette démarche et les liens à établir avec les lieux de décision, puisqu'on se situait dans une démarche de recherche expérimentale. Donc, l'ensemble de cette démarche, on est vraiment dans ce que vous ont présenté Niels et Bruno, c'est-à-dire une démarche de modélisation d'accompagnement. Je ne suis pas encore à cette diapo, Niels. C'est-à-dire un processus itératif où on chemine ensemble avec les acteurs, on s'adapte à leurs questions, à leurs besoins de connaissances qui émergent en cours de route. On intègre la vision des acteurs, leur savoir, également les savoirs des scientifiques. Et la construction de ce jeu, tout ce processus-là, est déjà un support de discussion et déjà un support d'apprentissage pour les acteurs. Alors, diapo suivante, le jeu donc, est l'aboutissement de l'ensemble de cette démarche. On voit les agriculteurs. Oui, si tu peux avancer dans la diapo, parce qu'il y a une petite animation en fait. C'est pas... Je disais, on est à 25 minutes, donc on va essayer de conclure. Donc, on voit les agriculteurs qui sont au croisement de toutes ces contraintes économiques, environnementales, sociales. On voit l'environnement qui récolte, entre guillemets, les polluants. On voit les parcelles agricoles. On voit l'élu, le maire, qui porte les enjeux territoriaux, notamment l'enjeu de la qualité de l'eau. Et on voit les coopératives, c'est-à-dire ceux qui contrôlent véritablement la filière, parce qu'ils jouent un rôle essentiel de conseil agricole et de vente des produits phyto et d'achat des productions des agriculteurs. Dernière diapo. L'intérêt principal de ce jeu de rôle, c'est de mettre en scène le lien entre le monde agricole et le monde de l'eau sur une problématique assez conflictuelle sur le territoire. Elle rend visibles les pressions phytosanitaires et les pressions en nitrate sur le territoire et elle rend visible aussi l'émergence de l'acteur élu, l'acteur du monde de l'eau plutôt, dans le monde agricole et ses faibles marges de manœuvre finalement pour changer la situation. Et c'est uniquement à travers la concertation et le dialogue qu'il peut tenter de faire valoir ses préoccupations. C'est principalement cet élément qui est ressorti du test du jeu avec les acteurs. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur la présentation des cas. Vous les avez dans la présentation. C'était des références importantes à certains autres exemples. Et il y en a beaucoup, comme on l'a dit précédemment. Donc, les travaux, par exemple, pilotés par Nicolas Bécu sur le dispositif Lithosim, très intéressant parce que c'est un dispositif hybride avec du numérique. Vous trouvez les références sur le site lithosim.hypothèse.org qui est cité dans la présentation. Le travail très original et très important aussi, piloté par Patrick Daquino et ses collègues au Sénégal, initialement sur les problématiques de négociation foncière à différentes échelles, en lien avec les institutions, et le développement du kit Terry Stories, qui a donné d'ailleurs à la production d'un jeu qui a des caractéristiques communes, mais qui est assez différent aussi, sur les enjeux fonciers, où on retrouve des choses proches d'Iniwak dans le sens une adaptation assez forte et une adaptabilité assez forte du dispositif pour des enjeux de modélisation, avec une interprétation possible à différentes échelles, sur différents contenus, donc quelque chose de très intéressant du point de vue de la réflexion et de la démarche qui a été conduite dans Terry Stories. On avait parlé du travail sur l'assainissement dans le webinaire 3, donc je vous renvoie directement à ce qui avait été dit dans le webinaire 3 sur ces questions. Et puis, d'autres exemples dans le domaine de l'éducation, le kit L'eau en jeu qui a été développé à 5000 unités pour l'éducation nationale, qui s'appuie sur WhatAGame, qui est un kit de travail pour les enseignants de différents niveaux autour de la gestion de l'eau. Voilà. Alors, en conclusion, puisqu'on est un peu en retard, à retenir donc, sur les jeux de rôle et en particulier la modélisation d'accompagnement, l'idée que, premièrement, un jeu de rôle, c'est un dispositif d'exploration, mais c'est aussi un dispositif décisionnel qui va mettre les acteurs face à la complexité, mais aussi face aux autres acteurs. Et c'est très important, cette dimension sociale du dispositif, et d'aller vers des actions nouvelles, donc engager une transformation sociale par ce dispositif, en se confrontant à la dureté du monde et à la dureté aussi des autres.
dans un contexte où on peut jouer réellement. Donc, le mot jeu renvoie aux travaux de Kaiwa et Huizinga sur les marges de manœuvre dans l'espace social. Et puis, dans la modélisation d'accompagnement, spécifiquement, le fait d'avoir ce travail amont sur la modélisation qui va construire la légitimité, comme on l'a dit, l'appropriation, tout en conservant le jeu à la fin. Et finalement, le rôle crucial du débriefing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre modélisation, jeu de rôle et le moment du débriefing, qui est un moment de débat sur le jeu lui-même. Voilà, je vous remercie. On a 4 minutes de retard sur l'horaire officiel. Nous lançons la discussion. Je vous rappelle, si possible, que les questions de préférence dans la partie questions, et on va les reprendre. Et je vais demander à Eva, si elle est là, si éventuellement elle peut nous faire la transition des questions et nous, on y répondra. Alors, on a une première question qui dit combien de temps prévoir pour la construction du modèle participatif, donc l'élaboration du jeu de rôle, jusqu'à une prise de décision effective. Alors, merci pour la question. Je vais commencer à y répondre et je laisserai les collègues compléter. C'est extrêmement variable. Alors, j'aime beaucoup le mot « moi », puisque j'ai dit dans le dispositif qu'on a des dispositifs où en 2 heures, on fait construire un modèle et un jeu de rôle. Donc, en fait, il ne s'agit pas forcément de mois, il peut s'agir d'heures. Ça dépend le niveau de finalisation qu'on veut. Alors, si vous voulez produire une boîte avec un graphiste, etc., évidemment, ça va prendre plus de temps. Le volume de calibration nécessaire va aussi être ajustable. Mais dans les formations et dans des dispositifs classiques, en gros, en 3 à 4 demi-journées, lorsqu'on est bien concentré et qu'on a des participants, disons, sérieux, on arrive à produire des résultats tout à fait convaincants par rapport à des dispositifs. Alors après, il y a des étapes ultérieures de recalage avec des données, de calibration, etc., qui vont prendre plus de temps. Et il y a aussi, on l'a dit, comme c'est de la modélisation participative, eh bien, il y a un temps social. Le temps social, c'est le temps d'apprentissage, c'est le temps de réaction, c'est le temps de diffusion. Donc celui-là, il n'y a pas de magie. Il est relativement incompressible. Et il faut légitimer le dispositif dans son ensemble. Donc ça peut prendre du temps. Je ne sais pas si les collègues veulent compléter. Bon, d'accord. Alors, on va passer à la question suivante, Eva. Ensuite, on a une question sur à quel moment est-ce qu'on fait jouer leur propre rôle aux acteurs? À quel moment est-ce qu'on les met dans un autre rôle? Est-ce qu'on change au milieu d'une partie? Bruno, peut-être, si tu veux répondre? Oui, en fait, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Moi, on a peut-être des avis différents sur la question, mais de mon point de vue, c'est toujours mieux de faire jouer le rôle des acteurs eux-mêmes, donc que les acteurs jouent leur propre rôle. Seulement, pour plusieurs raisons, déjà, ils connaissent mieux leur mode de fonctionnement et ils ne risquent pas de choquer d'autres acteurs en montrant en caricaturant la manière dont ils les voient se comporter. Ceci dit, il y a plusieurs cas où ça ne peut pas se faire. Par exemple, quand il y a des grosses inégalités de pouvoir, notamment d'accès à la parole dans des groupes, on ne va pas pouvoir commencer par mettre plein d'acteurs différents ensemble. Par exemple, dans certains pays, ça va être compliqué de mettre des femmes et des hommes dans un même collectif de jeu. Et du coup, on va commencer par avoir des sessions de jeu avec seulement un certain type d'acteurs et puis d'autres avec seulement un certain autre type. Et dans ce cas-là, ils vont, pendant ces sessions de jeu privées, entre guillemets, prendre le rôle des autres. Et pour après, sous la forme de représentants, après, on va finir par des jeux souvent où les gens prennent leur propre rôle, mais ils agiront plus en termes de représentants de sessions qui auront eu lieu avant, dans lesquelles ils auront pu s'essayer, entre guillemets, contre d'autres personnes. Après, il y a des fois aussi où où il y a certains acteurs qui ne sont pas disponibles, qui ne veulent pas rentrer dans le processus et qui ne veulent pas participer au jeu, notamment des personnes de l'administration, par exemple, où dans ce cas-là, il faut les faire jouer par d'autres acteurs.
Après, je laisse la parole aux autres. Alors, c'est un enjeu très important dans les contextes de justice sociale et disons, de négociation sociale au sens large, hein, puisqu'il s'agit de construire les conditions de ce qu'on appelle parfois une spécularité et le fait de se projeter dans l'autre en termes d'empathie, etc. Donc, évidemment, c'est bon. Après, les difficultés évoquées par Bruno sont importantes et saillantes. Et il y a des endroits où ces transferts de rôle ne sont pas possibles. Et puis après, il y a évidemment un problème d'appropriation du rôle externe. Donc, c'est un des enjeux selon la façon dont le rôle est matérialisé, décrit, caractérisé, avec des fiches de rôle, avec des éléments qui permettent vraiment à l'acteur de pas juste faire semblant d'eux, mais être quelque part dans l'expérience réelle de la vie et des contraintes de l'autre acteur. Laura, un point complémentaire peut-être? Je dirais que pour compléter ce que tu disais, jouer le rôle d'un autre, c'est une facilité quand on a eu un processus assez important en amont d'interconnaissance et d'apprendre des autres. Parce que c'est vrai que quand on découvre un rôle à l'occasion seulement d'un test, d'un jeu de rôle, ça peut être très difficile de se mettre à la place de l'autre et de connaître les actions possibles et son mode de fonctionnement. Mais après, je trouve qu'on apprend autant en jouant son propre rôle qu'en jouant le rôle d'un autre à l'occasion d'un jeu de rôle. Merci. Question suivante, Léa. Je vais enchaîner sur une question qui est un petit peu en lien. Est-ce que vous avez l'expérience de représentation de parties prenantes qui soient non humaines, non présentes? Par exemple, un acteur qui tiendrait un rôle de les générations futures ou bien la biodiversité? Excusez-moi, je rallumais mon micro. Oui. Alors, il faut citer un exemple historique très important et très intéressant, qui est le travail qui a été fait par Yves Michelin dans le cadre d'un jeu particulier qui s'appelle le Genet belliqueux. Et Yves, qui est enseignant et directeur scientifique à un moment donné de Vétagro Sup à Clermont, a essayé de proposer, pour comprendre les dynamiques paysagères, de jouer en fait un jeu dans lequel on jouait des espèces végétales dans leurs conflits, leurs tensions. Voilà un exemple dans la dimension non, c'est pas seulement la représentation, mais c'est aussi le fait de jouer des non-humains, effectivement. Donc ça, c'est un exemple important. Alors après, jouer des générations futures, alors, en tant que tel, je n'ai rien en tête. La biodive, oui, on vient de le dire, c'est ce que je viens de raconter. La biodive, non. Par contre, ce qui est important sur l'aspect futur, c'est que dans beaucoup de dispositifs, et c'est tout à fait standard, c'est la norme, je dirais même, c'est de projeter les participants dans des configurations qui sont celles d'un autre temps. Avec des scénarios de situation où, de façon expérientielle, ils peuvent se confronter à ce que serait le monde. Donc, on parle beaucoup de changement climatique, de changement économique, politique, etc. On peut faire cette projection. C'est une différence avec la prospective qui est très importante. On en parlera probablement la semaine prochaine. C'est qu'il y a cette capacité de sentir les conséquences, pas simplement de rêver un monde, etc., mais aussi d'être confronté à la dureté du monde parce qu'on a un modèle. Donc, si le modèle est bien fait, normalement, il est là pour heurter finalement les options, les possibilités et résister, parce que le monde résiste. Et ça fait partie de cet enjeu de conception. Et c'est aussi d'ailleurs une des difficultés de rendre autonome la démarche de modélisation participative, parce qu'on n'est pas dans le relativisme. Et ça, ce n'est pas seulement les représentations des gens, c'est aussi l'expression d'une réalité. Donc le dialogue avec les experts est fondamental. L'exemple qu'on donnait au début sur les jeux de territoire portés par Sylvie Lardon, Vincent Pichetot et d'autres, a tout ce travail-là de relation avec les experts qu'on va retrouver par exemple aussi sur l'assainissement dans l'exemple Westwag qu'on avait cité dans le webinaire 3 et repris aujourd'hui. Question suivante. Je reviens à une question qui était posée un petit peu plus haut. Quelle est l'acceptation des jeux? Alors, est-ce que c'est quel type d'acteur accepte plus ou moins bien de jouer à des jeux? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est d'autres paramètres? Alors, c'est une question tout à fait fondamentale dans l'insertion politique et transformative des jeux aujourd'hui, avec une différenciation culturelle internationale très importante. Il se trouve qu'on a des équipes à la fois au CIRAD, INRAE, etc., qui ont une très vaste diversité de contextes de mise en œuvre, et la réponse est absolument pas généralisable. On a, comme vous l'avez vu en photo, des députés en Bulgarie, en Ouganda, qui jouent à des jeux.
En France, dès qu'on arrive à un certain niveau d'acteurs avec des gens qui ont une image d'eux-mêmes, d'un certain type de sérieux. Alors, on met tous les guillemets requis à la notion de sérieux. On a beaucoup d'acteurs qui sont très résistants par rapport à ça et qui disent « Ah oui, c'est très sympa, vous allez pouvoir faire ça dans les écoles avec les gamins, ça serait très bien. Voilà. » Et puis après, nous, on va faire des choses sérieuses avec des tableurs Excel. Alors, en fait, derrière ça, il y a un problème de vocabulaire. Donc, évidemment, dans ce cas-là, on représente les choses différemment et on va dire aux gens « Écoutez, nous vous invitons à faire une session de travail de prospective sur les évolutions possibles des modes de gestion des ressources agricoles et des pratiques en lien avec les institutions. » En fait, on fait la même chose. Par contre, évidemment, tout simplement, si le visuel du dispositif a une dimension ludique trop marquée, on a aussi des résistances par ce que j'ai tendance parfois à appeler les acteurs à cravate dans les dispositifs. Donc, ça nous conduit à des réflexions actuelles qui n'ont pas énormément progressé en manque de temps sur ce que j'appelle parfois les jeux tristes, qui sont exactement la même chose, mais on rend finalement avec des visuels tristes des choses pour qu'ils soient appropriables par ces acteurs. Bon, après, les spécialistes ont bien montré que le jeu était universel et c'est une façon de repositionner dans des possibilités d'action. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas prendre de risques par rapport à leurs pratiques classiques. Je crois que c'est important. Mais peut-être, Laura, sur le monde agricole, toi, tu peux dire des choses en France ? Sur le monde agricole, la démarche qu'on a mis en œuvre sur l'abri, le jeu a été très bien accepté, mais parce qu'il arrivait à l'aboutissement de l'ensemble d'un processus dans lequel les acteurs ont pris confiance dans le projet qu'on leur proposait, ont fait connaissance des animateurs, des scientifiques porteurs de ce projet. Et finalement, c'est sûr que si on était arrivé de but en blanc en leur proposant un jeu de prime abord, je pense qu'on aurait davantage de difficultés parce que ce n'est pas habituel, effectivement, ça ne rentre pas dans les pratiques habituelles de jouer à un jeu pour discuter d'un problème sérieux. Mais le fait qu'il y ait eu toute cette démarche en amont, des rencontres de terrain et aussi de la convivialité, de l'interconnaissance qui se crée avant, a énormément facilité l'acceptation du jeu. L'INRA, puis l'INRAE maintenant, en France, a porté quand même pas mal de démarches avec beaucoup de collègues dans ces approches-là. Donc, on parlait de Sylvie Lardon, il y a eu des travaux qui ont été conduits avec un certain nombre d'autres collègues historiquement depuis 25 ou 30 ans, en lien avec l'innovation agricole et la transformation agricole. Donc après, dans les mondes dans la profession agricole, on arrive à un certain nombre de choses. Dans le monde politique stricto sensu, c'est moins évident. Bon, les lignes sont en train de bouger du fait de la diffusion de l'idée des jeux sérieux. Le problème des jeux sérieux actuels, c'est que c'est souvent des jeux éducatifs, mono-utilisateurs, sans concertation. Donc, on est dans un monde assez différent. Et en plus, ils sont tous digitaux. Donc, nous, le digital, on n'est pas du tout opposé. On a tous des formations qui s'en rapprochent, hein, Bruno, moi, etc. Mais on a fait des choix de robustesse et de matérialisation. Donc, c'est une difficulté notable et la question est importante. Donc, on est amené à ne pas parler de jeu, on est amené à parler d'autre chose en faisant la même chose. Voilà. Une dernière question peut-être. On peut en prendre 2 ou 3 encore, je pense. 2 ou 3 okay. Donc, on a une question sur comment est-ce qu'on fait pour calibrer des conséquences crédibles des actions des joueurs, sachant qu'on est dans un système écologique complexe et donc difficilement prévisible. Est-ce que ce n'est pas un facteur limitant ? D'accord. Bruno, tu veux commencer ? En tant que modélisateur un peu sérieux. Bon, il y a plusieurs réponses. Déjà, ça dépend des échelles auxquelles on s'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont incertaines, mais en modélisation, de manière générale, il y a quelque chose qu'on appelle les forçages, c'est-à-dire la situation dans laquelle on met les joueurs. Donc, il y a un scénario qui a été prédéfini. Ça, c'est un scénario, on ne sait pas s'il va arriver ou pas dans la réalité, quoi. Et c'est une des choses qui est compliquée à prévoir quand on essaie de prévoir le futur. Mais si on considère ça comme acquis et qu'on veut discuter de cette situation-là, et bien déjà, on a tout un tas de choses dont on n'a pas besoin de discuter la probabilité ou pas, quoi. Et la question, c'est dans cette situation-là, comment les gens vont se comporter, quoi. Et ce qu'ils font dans le jeu, si on sait vraiment si on considère que, à partir du moment où ils ont tous décidé leur action au cours du jeu,
Et ben, cette situation-là, elle est arrivée dans le jeu, quoi. Et on sait exprimer ses conséquences, c'est pas dur. On voit qu'il y a plus d'eau dans la rivière quand tout le monde a pris l'eau, s'il y avait cette quantité-là qui était disponible, quoi. Donc c'est plus un mode de fonctionnement par scénario, quoi. Et, et c'est intéressant parce que souvent, il y a quand même beaucoup de déterminants des impacts des situations qui dépendent des actions humaines, quoi. Donc, après, ça permet de discuter. Après, Mais je compléterais. Je ne sais pas si je suis clair. Pardon. Non, je compléterai simplement ta réponse, sachant que la question est posée par Roger Valdec, que je connais par les réseaux de systèmes complexes. En fait, il y a effectivement une vraie question et un vrai problème selon le formalisme qui est utilisé pour construire les modèles. Alors, d'une part, la complexité du monde, nous, on l'aborde, et on l'aborde par rapport à ce que demandent les acteurs, dans la diversité des dimensions et des secteurs, etc., concernés. Donc, quand quelqu'un fait un modèle hydrologique avec des équations de Navier-Stokes, il utilise un formalisme mathématique dur, il utilise des données pour faire un certain nombre d'éléments de calibration, ou ils font éventuellement des modèles empiriques quand on fait des modèles empiriques. Et ça a vocation à reproduire la réalité et éventuellement, à un moment donné, d'aller jusqu'à la prédire. Mais c'est monodimensionnel, c'est monosectoriel. On a des modèles dans lesquels on a de l'hydrologie, de la biodiversité, des dimensions humaines, des activités urbaines, une évolution agricole, etc., etc. Et en tout cas, il y a une chose qu'on s'interdit, c'est de fermer la porte. Et donc, les acteurs, ils sont libres de poser les choses. Donc, la complexité, elle va émerger de la diversité des entités et de la diversité des interactions. Alors après, la question que pose Roger est tout à fait pertinente. On est tout à fait désarmé en mode naturel, je dirais habituel, pour correctement modéliser et a fortiori prévoir les transitions non linéaires, les passages de seuil de façon très fine. Et donc, pour qu'arriver à ça, ça nécessite des volumes de travail de calibration qui ne relèvent pas d'une démarche participative en général, qui relèvent d'une démarche experte, avec des données ou des modèles physiques, et en particulier les intercorrélations entre modèles, qui relèvent du couplage de modèles, qui sont des domaines très difficiles, sur des temps longs, et avec des modèles dont la validité est limitée par leur spécification initiale. Et ça, c'est une des difficultés majeures. Donc, et en particulier de discrétisation, puisque par exemple, on utilise des billes, donc on discrétise finalement les quantités si on prend les ressources, qui sont extrêmement drastiques, mais qui par contre conservent l'ouverture et permettent d'avoir une autre forme de complexité, et en tout cas de prendre des précautions sur le fait de dire aux acteurs qu'en aucune façon on leur donne des indications, par exemple, numériques strictes sur des données. On ne va pas leur dire ça va faire tant d'euros ou tant de mètres cubes. On reste sur des données abstraites de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le statut du modèle. C'est un support de discussion, c'est un support de dialogue sur la complexité, d'intercompréhension, et ce n'est pas un outil de prédiction. Donc, c'est un des éléments. Alors après, il reste des difficultés indéniables. 14 heures. Alors, prenons encore 2 petites questions éventuellement, et puis on s'arrête. Et puis, de toute façon, chacun est libre de nous quitter. Est-ce que donc WhatAGame, dans quel domaine est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'il est déployable pour d'autres types de systèmes, par exemple un système industriel? Bon, alors, WhatAGame a eu beaucoup d'applications. WhatAGame est parti du domaine d'expertise équipe, qui est celui au sens très large et multiple de la gestion de l'eau. Il y a eu des transcripts dans d'autres choses. Qu'est-ce qui est intrinsèque dans WhatAGame? Bon, c'est une notion de ressources circulantes, de partage de communs, de diversité de ressources, de fonctions de production, donc on retrouve formellement. Donc, c'est transposable. En tant que tel, WhatAGame ne sert que d'illustration initiale pour un démarrage de modèle. Et j'ai eu parfois des étudiants qui allaient vers des choses de ce type-là, mais il n'y a pas eu de transcription, par exemple, sur les systèmes industriels. Mais on pourra en rediscuter par rapport à ce qui est fondamental dedans, c'est-à-dire de façon un peu plus abstraite, en tant que modélisateur plus conceptuel, qu'est-ce qui est sous-jacent, quel est le formalisme avec justement ces notions d'entités discrètes, etc. Et bon, peut-être que ceux qui sont dans le domaine industriel connaissent les systèmes à événements discrets, et de facto, on est formellement assez proche de ce qu'il y a dans le formalisme des systèmes à événements discrets. Voilà. On a une question ensuite sur qu'est-ce qui se passe après, une fois que le jeu de rôle a été co-construit. Comment on fait, quelle méthode pour suivre la mise en pratique des propositions qui sont issues du jeu de rôle? Laura ?
Pour le cas de la brique, j'ai évoqué, c'était dans le cadre d'un projet de recherche, donc il n'y avait pas effectivement d'insertion directe dans un processus de décision. Par contre, à la fin de notre démarche, nous avons fait un atelier particulier pour que les acteurs élaborent eux-mêmes leur suivi de cette démarche et notamment les liens qui seront faits dans les processus de décision institutionnelle sur leur territoire. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. L'idée, c'est effectivement que ce soit co-construit avec les acteurs qui y participent et qui choisissent eux-mêmes les indicateurs qu'ils vont suivre et les actions qu'ils vont suivre dans la suite de nos démarches. Et après, je pense que Bruno et Niels pourront parler peut-être plus de démarches vraiment intégrées dans des systèmes de décision. Alors, la question pose en fait le statut de la perduration ou de la pérennité du modèle dans un dispositif. Dans des contextes où il y a eu une appropriation large, comme c'est le cas par exemple en Ouganda, il y a effectivement maintien et persistance de l'usage. Je pense que dans les dispositifs, par exemple, que Nicolas Bécu pilote dans les projets, les programmes Lithosim, on retrouve un peu le même schéma. Ça, c'est sur l'aspect appropriation et maintien local. Il y a une difficulté évidemment sur le maintien des acteurs, donc il y a une question d'acteurs porteurs qui reste durable. D'ailleurs, une question sur les facilitateurs. Donc, il y a beaucoup de notions de facilitateurs qui ont déjà été abordées sur la partie ingénierie de participation. Et là, en l'occurrence, il y a le porteur vraiment du jeu, c'est-à-dire finalement qui en est le détenteur social d'une certaine façon, sans parler de détention privée en termes de droit. Et globalement, et pour finir là-dessus, l'enjeu pour nous, il est plutôt le fait que les acteurs eux-mêmes aient une réflexivité sur leur usage, une réflexivité sur les impacts. Et donc, ça renvoie à ce qu'on avait dit, je crois, dans la deuxième session sur le suivi-évaluation et le positionnement entre le suivi-évaluation dans le cas spécifique d'un jeu de rôle et puis la transformation sociale. Et donc, le fait qu'il y ait un regard sur l'usage du jeu. Une des choses sur lesquelles on a un défi actuel et qui nous intéresse, c'est de voir comment on est capable de faire des petits jeux, de concevoir des petits supports de jeux à diffusion sociale large et donc à impact important, sans tomber purement dans du numérique, parce que d'une part, actuellement, vous le savez, tout le monde en a marre du numérique. Et puis d'autre part, il y a une question d'interrelation humaine à court terme. C'est une des choses très fortes dans tous ces dispositifs de jeu, que ce soit ceux portés par le groupe Common en général, ou par exemple ce qu'on a dans la famille What a Game, c'est la matérialisation physique de ces petites billes, qui sont l'expression d'un commun à partager avec des enjeux de justice distributive, des enjeux de prise, de transfert, etc. Et donc, il y a des gestes, finalement, qui sont importants aussi dans ces jeux, qui ne sont pas simplement là parce qu'il y a besoin de les faire, mais aussi parce qu'ils expriment des choses qui sont socialement importantes. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter. Alors, les questions auxquelles on n'a pas répondu, comme d'habitude, on les garde et on y répond par ailleurs, sous forme écrite, en complément de la page. Donc, vous trouverez les réponses à vos questions dans la page. Et je dirais simplement sur la question « Qui peut-on contacter pour former une équipe projet sur la démarche ?» Vous avez une adresse contact@whatagame.info que vous pouvez utiliser pour nous contacter dans ces dispositifs. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite donc la semaine prochaine sur la session qui portera sur la prospective participative, bien entendu. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci aux collègues de bien vouloir nous assister. Au revoir.